Donc on aborde maintenant le troisième dossier de cette première conférence de gynécologie obstétrique pour les D3. Je l'avais intitulé « Une jeune fille de 17 ans et sa mère viennent vous voir pour une contraception ». Alors, je vais directement à la question numéro 1. Je vous demandais quelle était la contraception de première intention chez cette patiente, ça veut dire chez une adolescente, et qu'est-ce que vous recherchez à l'interrogatoire qui pourrait contre-indiquer de façon absolue et formelle la contraception dont je vous parle. Donc, la réponse était contraception œstro-progestative, donc ce sont les recommandations, qui doit être associée au préservatif. Les contre-indications formelles, alors là, bon, je vous les listais, c'est un peu rébarbatif comme question et comme réponse. Malheureusement, bon, ce sont des choses à savoir. Alors, je pense que vous les connaissez. Les antécédents personnels de thrombose veineuse ou artérielle, les thrombophilies documentées, l'hyperlipidémie mal équilibrée, donc c'est important de mal équilibrer, le diabète insulinodépendant mal équilibré ou compliqué, le tabagisme, et c'est pas n'importe quel tabagisme, c'est le tabagisme à plus de 15 cigarettes par jour et après 35 ans. Donc là, de toute façon, ça ne la concerne pas. Je ne vous l'avais pas coté, mais je vous le marque quand même à savoir. 15 cigarettes après 35 ans est une contre-indication formelle absolue. Avant, moins. Une affection hépatique évolutive, un cancer hormonodépendant, vous les connaissez, le sein, l'endomètre, une connectivite, une porphyrie, et enfin les psychoses et névroses graves. Les migraines avec aura sont-elles une contre-indication absolue à la pilule œstro-progestative ? Alors oui, c'est une bonne question, et en effet j'aurais dû le marquer, c'est un oubli de ma part. En cas, alors, voilà, donc il faudra le rajouter. En effet, les migraines avec aura sont une contre-indication absolue, quel que soit l'âge, à la prise d'une contraception œstro-progestative. Pour récapituler sur les migraines, donc pour vous le dire, si jamais vous avez une patiente qui a une migraine simple, sans aura, ça va dépendre de son âge. Migraine simple, sans aura. Si jamais elle a moins de 35 ans, vous pouvez prescrire une contraception œstro-progestative. Vous pouvez. Si jamais elle a plus de 35 ans, alors là, non, c'est une contre-indication quasiment absolue. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce que vous pouvez donner ? Vous pouvez prescrire un dispositif intra-utérin au cuivre. Vous pouvez donner des macroprogestatifs, ou vous pouvez éventuellement donner des microprogestatifs, Péros, ou sur un dispositif intra-utérin. Le mieux étant le dispositif intra-utérin, le stérilet au cuivre. Si jamais la patiente a des migraines avec aura, quel que soit son âge, eh bien dans ce cas-là, c'est une contre-indication à une contraception hormonale, et donc votre seul choix est le dispositif intra-utérin au cuivre. Si jamais à l'ECN ou dans la vraie vie, vous avez une patiente qui a une certaine pathologie et que vous ne savez pas trop si jamais elle peut avoir une contraception hormonale, dans ce cas-là, vous prescrivez le DU au cuivre, le stérilet au cuivre, et vous êtes tranquille, vous savez que vous ne risquez pas de faire grand-chose. Juste une remarque, une patiente qui est épileptique, ce n'est pas une contre-indication à une contraception œstro-progestative, vous pouvez en donner, mais faites attention dans ce cas-là aux associations médicamenteuses, parce qu'il peut y avoir des interactions avec le traitement anti-épileptique qu'elle prend. Donc, l'épilepsie en soi n'est pas une contre-indication, mais l'association, enfin les médicaments qu'elle prend, peut entraîner des problèmes avec la pilule. Alors la question 2, je vous demandais, concernant son rapport sexuel non protégé, de quoi informez-vous la patiente ? Alors, il faut l'informer de deux choses. Il faut l'informer du risque de MST, enfin d'IST, maintenant on dit d'infection sexuellement transmissible, et du risque de grossesse. Ce sont les deux choses qu'il faut prévenir. Et donc c'est pour ça qu'à chaque fois qu'elle a un rapport sexuel, il faut qu'elle se protège avec un préservatif pour les IST. Vous l'informez aussi, puisqu'elle a eu un rapport sexuel, et vu son âge, qu'elle peut se faire vacciner, et vous devez lui dire, contre HPV, le bivalent ou le quadrivalent. La vaccination, il ne faut pas trop tarder, puisqu'elle peut se faire en rattrapage au plus tard dans l'année après le premier rapport sexuel, comme je vous l'avais dit dans le dossier précédent. Donc c'est votre rôle en tant que gynécologue de lui dire. Donc voilà, n'oubliez pas. Je vous ai mis en remarque, puisqu'il y a pas mal d'erreurs là-dessus, que le premier frottis sera recommandé à partir de 25 ans, donc pour l'instant ça ne la concerne pas. Donc vous oubliez les recommandations qui disaient frottis dans l'année après un premier rapport sexuel, puis un an, puis tous les 3 ans. Non, le frottis cervico-vaginal, le dépistage, c'est à partir de 25 ans, quel que soit le premier rapport sexuel, mais je vous l'avais déjà dit dans le dossier précédent. Donc maintenant, je vous demandais une question assez basique.
de rédiger votre ordonnance de contraception en prenant comme exemple une pilule œstroprogestative X combinée mini-phasique, enfin mini-dosée monophasique. Alors, dès qu'on vous demande de rédiger une ordonnance, vous n'oubliez pas de mettre la date du jour, le nom du médecin, le numéro ADELI, la signature du médecin, le nom de la patiente, le prénom de la patiente, la date de naissance. Déjà, vous n'oubliez pas ça et ça vous fait une partie des points. Après, là, on parle de contraception. Donc, vous précisez la durée du traitement, ça sera pour 3 mois. Vous mettez donc le nom de la pilule et vous marquez, vous rédigez. À débuter le premier jour des règles, ça veut dire que le premier jour où elle a ses saignements, elle commence la pilule, c'est-à-dire qu'elle va prendre sa pilule pendant qu'elle saignera. Elle débute un comprimé par jour, à prendre au même moment de la journée, 21 jours consécutifs, avec un arrêt de 5 jours entre chaque plaquette, et sans oubli. C'est très important de préciser ça. Certains précisent, et pourquoi pas, pour les patientes comme ça qui débutent leur contraception, vous pouvez rajouter aussi une ordonnance pour une pilule le lendemain. Ça peut se faire en cas d'oubli de plus de 12 heures, à prendre dans les 72 heures. Vous pouvez le rajouter. Je ne l'avais pas coté, mais il y a pas mal de gens qui font ça, de médecins, et c'est pas bête. Question 4. Quelles seront les modalités de surveillance clinique et biologique donc, de Mademoiselle R concernant son suivi gynécologique, j'entends bien. L'examen clinique se fera à 3 mois. C'est-à-dire que vous prescrivez la pilule, à 3 mois vous la revoyez, puis tous les ans. C'est quand même assez important, il faut la prévenir. Vous ferez à chaque fois une prise de la pression artérielle, vous l'apaiserez. Vous ferez, dans la recommandation, une palpation du foie, un examen en spéculum, un examen des seins, et vous lui poserez des questions sur la tolérance de sa contraception, et vous demanderez en examen complémentaire une glycémie à jeun, cholestérol, triglycérides. Ce dosage, ce prélèvement, vous le ferez à 3 mois, à 1 an, puis tous les 5 ans. Ça veut dire que vous allez revoir votre patiente à 3 mois, à 1 an, tous les ans, et la prise de sang se fera à 3 mois, 1 an, puis tous les 5 ans. Donc n'oubliez pas de le refaire quand vous voyez une patiente qui a 35 ans, qui est aux urgences, ou 34 ans, qui a une contraception, de lui demander depuis quand ça date, parce que parfois après on oublie quand c'est tous les 5 ans, c'est pas forcément refait. Vous voyez maintenant Madame R, sa mère, qui voudrait s'entretenir sur sa contraception à elle. Alors elle vous dit qu'elle a 42 ans, qu'elle a 4 enfants, elle est en bonne santé, ils sont en bonne santé, elle n'a aucun antécédent particulier. Elle vous dit que depuis 2 ans, elle a un implant de microprogestatif, qu'elle ne supporte plus les spottings, qui sont une des complications des microprogestatifs. Elle voudrait changer et elle ne veut plus un traitement à base d'hormones, elle n'en peut plus. Alors, je vous demande d'expliquer les spottings et je vous demanderai quelle est la fréquence de ces spottings sous un planon. Alors, l'implanon, donc c'est un progestatif pur, ça induit un freinage de l'axe hypothalamo-hypophysaire. Mais c'est un freinage qui n'est pas complet, qui n'est pas total, et donc il peut y avoir la persistance, par stimulation au niveau des ovaires, d'une sécrétion œstrogénique endogène qui peut entraîner au niveau de l'endomètre, une petite hypertrophie de l'endomètre qui peut entraîner des petits saignements tout à fait incontrôlés. Et ça concerne 30 à 40% des patientes qui sont sous un planon. Donc c'est pas négligeable. Voilà, en fait c'est lié à ça, c'est qu'en fait ça ne freine pas complètement l'axe et donc il y a toujours ces petits saignements qui peuvent intervenir. Peut-on prévoir la présence de spotting sous un planon ? Alors, la réponse est malheureusement non. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment d'arguments de dépistage qui peuvent nous permettre d'apprécier le risque pour une patiente d'avoir des spottings. Donc il faut la prévenir que c'est dans 30 à 40% des cas que les patientes ont des spottings. Il faut leur dire que ça intervient, généralement ça apparaît dans les 3 mois si jamais elles doivent en avoir, que ça disparaît souvent, mais il faut aussi leur dire que si jamais pendant 3-4 mois elles sont tranquilles qu'elles n'en ont pas, dans ce cas-là il y a peu de risques qu'elles en développent par la suite. Voilà ce qu'il faut dire. Ce que je peux vous dire aussi, ce que j'ai oublié de vous préciser, c'est que l'implanon n'existe plus à la pharmacie. C'est-à-dire si jamais vous prescrivez un planon, ça n'existe plus. Ça a été remplacé par un Nexplanon, Nexplanon, c'est le nom commercial. C'est exactement la même chose.
Ce qui change, en fait, c'est le dispositif. Ça veut dire qu'on le met en place de façon beaucoup plus simple. C'est quand on mettait avant l'implanon, on risquait avec le dispositif qu'on avait de le mettre trop profondément dans le bras, trop profond et donc difficile à retirer par la suite. Alors que là, avec le nouveau dispositif, il se met vraiment au ras de la peau, c'est beaucoup plus simple à mettre. Donc c'est ça. Et la deuxième chose qui a changé, c'est qu'en fait, le petit implant qu'on met est radio-opaque. Ça veut dire que parfois, vous verrez, il y a des patientes à qui vous posez un ex-planon. Et vous le sentez plus sous la peau, vous ne savez pas où est-ce qu'il est, si jamais la patiente est un petit peu replète, ou si jamais vous l'avez mal posé, mais ce qui ne doit pas avec l'explanon, vous ne le palpez pas. Et bien en fait, vous demandez un cliché du bras, tout simplement. Et bien là, vous le verrez. Alors qu'en fait, avant, avec l'implanon, il n'était pas radio-opaque, donc on ne le voyait pas sur la radio. Et donc le seul moyen de le voir, si jamais on ne palpait pas, c'était de faire une échographie. Si on ne voyait pas l'échographie, c'était de faire une IRM. Donc c'était beaucoup plus compliqué. Oui, existe-t-il des facteurs de susceptibilité? Non, ça va avec ce que je vous ai dit. Il n'y a pas de susceptibilité particulière pour avoir des spottings sous microprogestatif. Pas à ma connaissance et j'en ai pas trouvé. Donc la réponse est non. Question 6. Donc la patiente vous parle spontanément de stérilisation tubaire. Et donc moi, je vous demande de lui expliquer les deux techniques possibles de stérilisation tubaire en précisant les avantages et les inconvénients pour chacune. Alors, la stérilisation tubaire, ça veut dire on va agir au niveau des trompes. Alors, il y a deux moyens d'intervenir. Alors, je vais vous montrer sur un schéma exactement en quoi ça correspond ces deux techniques. Donc, il y a deux techniques. Donc là, je vous ai présenté un utérus, vu de face, le fond utérin, ici le col d'utérus, le vagin, les trompes, les pavillons et les ovaires. Alors, une des techniques, c'est la stérilisation tubaire en mettant des implants intratubaires, qu'on appelle échures. Ce sont des petits implants qui font 4 cm de long, que l'on met par voie hystéroscopique, c'est-à-dire qu'un hystéroscope, au cabinet du gynécologue. Il n'y a pas besoin d'anesthésie. Ça se fait comme ça dure 5-10 minutes. La patiente est en position gynécologique et donc vous allez introduire l'hystéroscope à ce niveau-là et grâce à un petit système de câbles, vous allez glisser à ce niveau-là, hop, l'échure, le petit implant qui est en fait un petit ressort, hop là, avec du nickel à l'intérieur. Ce petit ressort, ce petit implant va entraîner une réaction inflammatoire, un granulome qui va obstruer la trompe. Les avantages, c'est que ça se fait sans anesthésie. L'autre avantage, c'est que c'est assez rapide, donc il n'y a pas besoin d'hospitalisation ou quoi que ce soit. L'avantage, c'est qu'on sait que c'est efficace dans plus de 99% des cas, donc ça c'est quand même très important. L'inconvénient relatif, c'est que c'est définitif. C'est-à-dire que vous ne pourrez rien faire pour déboucher la trompe. L'autre technique, et je pense que c'est celle-là que tout le monde connaît, c'est la ligature tubaire. C'est quelque chose que vous faites par voie celluloscopique. Donc là, il faut une intervention chirurgicale sous anesthésie générale. Et vous allez, je vous le montre de l'autre côté, couper la trompe, mettre un clip ou coaguler, sectionner, peu importe, des deux côtés. L'avantage, c'est que c'est quelque chose qui est mieux maîtrisé par beaucoup de médecins. C'est que c'est entre guillemets réparable, c'est-à-dire que si jamais une patiente change d'avis, on peut toujours éventuellement évoquer la possibilité de faire de la microchirurgie pour remettre en place les deux bouts de trompe de chaque côté. Les inconvénients, je vous ai dit, c'est le problème de la celluloscopie, c'est une intervention chirurgicale et il y a toujours des risques de plaies digestives, de perforation, de plaies vasculaires, de risques liés à l'anesthésie. L'avantage de cette technique, c'est que c'est définitif et c'est immédiat. C'est-à-dire que la patiente se réveille, il y a une stérilisation tubaire. L'inconvénient de l'implant, c'est que le temps que le granulome se mette en place, c'est 3 mois. Et que pendant ces 3 mois, elle ne sera pas protégée. Et que donc, pendant ces 3 mois, il faut lui proposer une contraception qu'elle prendra jusqu'à ce qu'on soit sûr que l'implant soit bien en place, donc au bout de 3 mois par un abdomen sans préparation, dans la plupart des cas. Voilà, donc c'est ça qu'il faut retenir pour les deux techniques de stérilisation tubaire. Je vous ai dit ça parce que c'est au programme et je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse. On vous parle tout le temps de la possibilité de l'implant intratubaire. Donc question 7.
je vous demandais quelles étaient les obligations légales à respecter dans le cadre de la stérilisation tubaire, qu'elles soient d'ailleurs par ligature tubaire ou par mise en place d'implants. Alors, tout d'abord, c'est interdit aux mineurs, donc ça il faut le savoir. Il y a un délai de réflexion de 4 mois qui doit être écrit. Donc entre le moment où on vous annonce à la patiente, il doit y avoir un courrier qui est dacté d'un jour même, et la fois où vous réalisez la stérilisation tubaire, il doit s'écouler au moins 4 mois. Faites vraiment très attention à ça, c'est primordial. Vous devez avoir donné à la patiente une information complète sur tous les types de contraception existantes. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de se jeter sur la patiente et dire d'accord, je vous opère pour faire de l'activité. Il faut d'abord l'informer sur toutes les contraceptions hormonales, sur les possibilités, si jamais elle ne peut pas prendre de traitement Péros, d'anneau intravaginal ostropogestatif. Si jamais elle a une contre-indication hormonale, il faut lui proposer, lui parler du dispositif intra-utérin au cuivre. Il faut lui parler du préservatif, etc. Donc, information complète sur tous les types de contraception et la signature d'un consentement éclairé, bien sûr, est obligatoire. Donc ça, ce sont les bases et vraiment, mettez-le, c'est vrai pour le CN, mais surtout faites-le bien dans la vraie vie quand vous prendrez en charge des patientes. Donc question suivante. Donc ça concernait l'imagerie que vous voyez ici et je vous demandais d'interpréter cet examen et d'apporter une conclusion. Donc ce que vous voyez ici, ce que je vous montre avec ma souris, donc vous voyez que c'est un abdomen sans préparation. Et on voit à ce niveau-là 2 petits dispositifs, ici et ici. Donc ça correspond exactement aux implants intratubaires dont je vous parlais tout à l'heure. Vous pouvez donc en déduire, je ne vous demande pas de me le détailler parce que vous n'avez pas à le savoir, mais vous voyez que la patiente a fait 3 mois après la pose cet abdomen sans préparation. On voit bien les 2 petits implants et donc les échures ont été bien posées. Pouvez-vous détailler cette ASP ? Alors, je peux vous expliquer un petit peu. Donc, c'est un abdomen sans préparation de face. Ce qu'on voit ici, alors je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'on dit qu'ils sont bien posés. Les critères qui ont été retenus pour dire que des implants intratubaires, des échures sont bien posés, sont que, 1, ils doivent être à peu près symétriques. Donc, on voit qu'ils sont à peu près symétriques, grosso modo. Il n'y en a pas un qui est complètement vertical et l'autre qui est complètement horizontal. On voit qu'il y a entre les deux 4 cm d'espace, et ces 4 cm d'espace en fait correspondent pour vous en fait à la longueur d'un implant. C'est ce que vous devez vous donner comme repère à peu près dessus pour pouvoir l'interpréter. Et enfin, si jamais vous ouvrez grand les yeux, vous voyez qu'il y a des petits points blancs qui sont au niveau de chaque échure que je vous montre. Donc là 1, 2, 3, 4. Et donc ça veut dire que l'implant est bien aligné et que donc il est bien positionné. Alors pourquoi est-ce qu'il faut voir ça? Parce qu'en fait le risque c'est quand vous mettez l'implant intratubaire, le risque c'est de mal le mettre et le risque c'est de perforer la trompe ou perforer le corps utérin. Et si jamais vous le perforez, vous vous en rendez pas forcément compte au moment de la pose, c'est pas forcément douloureux, ou si jamais la patiente a un petit peu mal, vous attribuez ça finalement à un petit malaise vagal au niveau du passage de l'endocolle avec l'hystéroscope. Et en fait ça correspond à ça. Et dans ce cas-là, la réaction inflammatoire, le granulome dont je vous ai parlé tout à l'heure, ne s'est pas fait et donc la trompe est toujours perméable. Donc c'est pour ça qu'il faut bien vérifier ces critères radiologiques pour pouvoir conclure à ce qu'ils soient bien posés. Je développe un petit peu, mais vous n'avez pas à savoir ça. Si jamais vous avez un doute quant à la pose des échures des implants intratubaires sur l'abdomen sans préparation, qui est l'examen de référence qui est demandé, vous pouvez proposer une échographie pelvienne, donc c'est possible. Ou alors, en dernier recours, une hystérosalpingographie où vous allez opacifier l'intérieur de l'utérus avec du produit contraste. Et quand vous ferez les clichés d'abdomen après l'injection de produit de contraste, eh bien vous verrez le produit de contraste qui sera bloqué au niveau du corps de l'utérus et qui ne passera pas dans les trompes et il n'y aura pas de brassage intrapéritonéal parce que ce sera bouché. Et donc là, vous pourrez conclure en effet au bon passage, à la bonne pose des échures. Donc la dernière question, la question 9. Je vous disais que l'examen était normal parce que pour moi, vous n'avez pas à savoir l'interpréter. Donc l'examen est normal, donc entre parenthèses, les implants intratubaires, les échures sont bien positionnés. Qu'est-ce que vous dites à la patiente? Qu'est-ce que vous lui proposez? Eh bien, puisqu'on a respecté les délais de 3 mois après la pose pour contrôler les implants et qu'on a vu qu'ils étaient bien positionnés, eh bien vous savez maintenant qu'on peut arrêter toute contraception et donc vous enlevez faites l'ablation de l'implanon. Donc c'était côté bon bien sûr si jamais vous marquiez arrêt de la contraception. Voilà, donc c'est ce qu'il fallait conclure.